Day Trading, le podcast. La fiscalité pour le trader actif, deuxième partie. Bonjour à tous. Très heureux encore d'être là. On a été captivés par notre sujet la dernière fois, puis honnêtement, ça nous habite. Là, je vous le cacherai pas que nous, il s'est passé à peu près 2 minutes entre les deux épisodes. J'aurais pu vous dire que ça fait 2 semaines, ça m'habite, mais c'est pas ça. Mais quand même très captivant. On voit qu'on a eu certaines subtilités qui vont nous permettre, dans le fond, de mieux affiner qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec nos placements de notre trading. On a vu la différence entre des gains en capital, revenus d'entreprise. On a vu des principes de base. Dans le fond, on s'est trempé l'orteil là, pour voir si l'eau était chaude. Puis là, on va continuer avec de plus en plus, plus ça va avancer, en fait, plus ça va être un petit peu un pot pourri de questions parce qu'on a envoyé un sondage dans le groupe Facebook de Day Trading pour savoir ce que les gens avaient envie d'entendre parler le plus. Donc, on voulait s'assurer qu'on fait répondre à ces questionnements-là. Et pour lancer le bal, je suis toujours en compagnie de François et Vincent et la question qui s'en vient, en fait, qui suit, là, qui nous vient, là, c'est est-ce qu'on doit s'incorporer ou faire nos transactions personnelles, rester personnel ou s'incorporer? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Ça, c'est la question. Hein. Ça revient souvent. Fait que mettez ce podcast-là dans vos favoris, partagez-le. Une question, là, je crois que c'était dans le sondage, c'était la question la plus populaire. Là. Donc, est-ce qu'on fait ça personnel ou en compagnie? Donc, Vincent va essayer de nous éclairer un peu plus là-dessus. Bon, en fait, pourquoi qu'on irait en compagnie? On va commencer par les points un petit peu qualitatifs. Ça serait de protéger nos autres actifs, notamment. On veut être un trader actif plus agressif, aller sur marge, puis on veut pas que notre maison, notre chalet, nos autres actifs soient à risque d'être saisis parce qu'on va sur marge, on prend des gros chiffres, puis finalement, on se plante. Avec une compagnie, au moins, on a le voile corporatif qui est un petit peu plus difficile à lever. Mais comme vous êtes administrateur, ultimement, si vous vous trompez de millions, ils pourraient venir vous rechercher. Fait que ça, c'est le qualitatif. Pour l'impôt, bon, là, c'est une histoire de taux d'imposition. C'est sûr que pour le trader actif, on va immédiatement éliminer le gain en capital. Donc, on ne peut pas avoir le traitement de gain en capital. L'impôt, voyez-vous, là, quand on a moins de 5 employés dans une corporation, il est actuellement à 20,5. C'est le taux d'impôt sur le revenu actif. Donc, un revenu d'entreprise, c'est un revenu qui est actif. Si on compare aux tables d'impôt des salaires, donc si on le fait personnellement, qui est le revenu d'entreprise, c'est inclus comme un salaire à 100%. Voyez-vous, là, si je suis à 125 000, ça me donne un taux d'impôt de 47% et 47,46%. Là, vous allez me dire, OK, c'est super avantageux. Moi, je gagne environ ça de revenus de placement, 125 000 par année. Je vais tout de suite aller m'incorporer. Mais après ça, il faut penser aux frais. Parce que, veux pas d'avoir une société, oui, vous allez sauver 20% grosso modo d'impôts dans l'exemple que je viens de mentionner, 26%, mais vous allez avoir des frais, premièrement, de comptable, puis je vous dirais, malheureusement, pour être dans un cabinet que, avec la rareté de la main-d'œuvre, l'inflation, nos coûts de production d'avis au lecteur, de mission d'examen, puis de déclaration de revenus de société, ils sont ils augmentent très rapidement. Fait que déjà, là, on vient s'amputer d'un montant de 2 500, 3 000 $, même des fois c'est plus, de notre économie d'impôts qu'on vient créer. Après ça, François, tantôt, il disait, toutes les plateformes, ils vont vous charger plus cher, parce que maintenant, vous êtes une société, puis vous êtes plus un particulier qui transige. Et après, l'argent, il est dans la compagnie, puis ultimement, c'est vous, le particulier, qui en a besoin de cet argent-là pour dépenser. Donc, je ne sais pas, si vous me dites, moi, OK, je vais sortir, mettez un 35 000, 40 000 de ma compagnie pour payer tous mes besoins personnels. Là, ça va vous donner un taux d'imposition personnelle de 27,53. Mais là, on a payé aussi 20,5 dans la société.
Fait que les deux combinés, ben, on en revient pas mal à notre taux d'impôt que si on l'avait fait personnellement. Donc, quand on a beaucoup plus de frais dans la compagnie incorporée versus personnel. Là, après ça, où est-ce qu'on va aller que ça devient intéressant? Parce qu'il faut pas se le dire, si je transige avec 20 000 ça va être quoi les revenus que je vais générer? Mettons que je suis super bon puis je réussis à faire 100%, ben c'est toujours bien 20 000 que je vais m'imposer dessus. Donc, vous voyez que l'économie d'impôt, je ne vais pas la chercher sur un gros montant. Donc, moi, je dis toujours, ben, il faut qu'on soit dans les paliers d'imposition les plus élevés. Donc, vraiment, là, quand on passe le 50%, là, puis vraiment, on est dans des gros paliers d'imposition et qu'on a du capital aussi. Parce que le capital est important, parce que plus que le revenu qu'on va générer est élevé, ben là, plus que je vais en laisser dans la compagnie. Le principe en fiscalité, c'est de la planification. On étire l'imposition dans le temps. Donc, si j'ai beaucoup de capital, puis je le laisse dans la compagnie, que j'en ai pas besoin pour vivre, ben là, ça devient intéressant parce que quand je vais le décaisser, quand je vais le sortir de la compagnie sous forme de salaire ou sous forme de dividende, ben là, je vais pouvoir réduire mon taux d'impôt personnel. Puis en réduisant mon taux d'impôt personnel, ben là, mon intégration fiscale, la maximisation de la fiscalité va être intéressante. C'est de dire, ben, si je le fais personnel, c'est quoi mon taux? Versus en compagnie, plus l'argent que j'ai besoin pour couvrir mon rythme de vie. Pour les auditeurs aussi, ça revient souvent, mais c'est dans le même sujet de ça, compagnie ou personnel. Pour les dépenses, il y en a beaucoup qui se demandent si le fait que je sois à mon compte, est-ce que je peux passer des dépenses, exemple d'achat d'ordinateur ou de frais de data, de plateforme, versus en compagnie. Selon toi, est-ce que tu as la réponse là-dessus? Est-ce qu'on peut passer les dépenses, qu'on soit d'un côté ou de l'autre? Ben, c'est le même principe. En fait, le principe fondamental dans la loi de l'impôt, c'est toute dépense qui va être engagée pour générer un revenu va être déductible à l'encontre du revenu. Donc, que tu sois personnel ou que tu sois incorporé, c'est exactement les mêmes dépenses qui vont être admissibles. Il n'y a pas d'écart entre les deux, puisque c'est vraiment plutôt la nature des dépenses. C'est certain que tu sois incorporé ou que tu sois personnel, déduire des frais de déplacement pour un trader actif, quand on sait que généralement, c'est rare qu'on va rencontrer des clients quand on trade. C'est sûr que il y a peut-être des situations exceptionnelles quand tu fais un podcast, des trucs du genre, que là, ça sort, c'est beaucoup plus associé à des trading que le trading en lui-même. Donc, pour un particulier qui est dans sa maison, j'allais dire dans son sol, mais qui est plutôt dans un bon bureau à la maison éclairée, ben pour lui, déduire des frais de déplacement ou des frais de représentation, des repas au restaurant, des parties de Noël, quand tu es ton seul employé, tu vas avoir de la misère à justifier que tu sois personnel ou que tu sois en compagnie. Donc, c'est ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande, j'entends souvent ça, je vais me partir en compagnie parce que je vais pouvoir passer des dépenses. Donc, merci quand même de confirmer, là, pour nos auditeurs, vous pouvez, même si vous transigez personnellement, vous pouvez passer les mêmes dépenses. Comme Vincent dit, rendu là, ça dépend de votre taux d'imposition, puis voir les avantages de un versus l'autre, là. Fait que les frais de déplacement, moi, ce que je verrais, c'est que tu tiens absolument à aller visiter les entrepôts d'Amazon avant d'acheter l'action. Là. Fait que là, tu te prends un billet d'avion, tu vas visiter l'entrepôt. Là, tu là, Patrick puis sa comptabilité créative. Ben, Patrick, tu as un bon point. C'est sûr que si ton holding, tu possèdes 400 millions, puis tu te proposes de faire un investissement de 100 millions dans Amazon, ben peut-être là, le gouvernement va être ouvert d'esprit selon la proportion des montants que ton investissement est tellement important pour toi que tu dois te rendre sur le siège social. Tu sais, oui, tu as raison, dans des compagnies privées, ça peut arriver qu'un holding va investir un gros montant dans un start-up, puis ils vont déduire les dépenses pour aller rencontrer les présidents, le président de l'autre entreprise, la cible, tout ça. Ils vont engager des dépenses, puis tout ça, oui, ça va être correct. Mais je pense que pour le day trader normal qui va détenir l'investissement
durant 15-20 minutes ou 1 heure ou 2-3 jours. Une demi-action là, d'Amazon, mettons. Ouais, c'est ça. Ces dépenses-là ne seront pas admissibles. Mais pour les grosses institutions ou les investisseurs corporatifs qui mettent des gros montants, en effet, il y aurait une ouverture d'esprit. Puis si tu te positionnes avec l'approche du gain en capital, parce que c'est vraiment un petit sideline sur le côté, je pense que tu ne peux pas déduire toutes ces dépenses-là non plus de bureau. Non plus, parce que le seul élément qu'on peut déduire contre le gain en capital, ce sont les pertes en capital. Oui, c'est ça. C'est clair. Puis il y avait une des questions sur le forum, en fait, plutôt le sondage Facebook qui demandait les pertes en capital, combien d'années? Alors, les pertes en capital, on peut les ramener 3 ans en arrière. La même chose pour les pertes qu'on appelle hautes que des pertes en capital. On peut les ramener sur les 3 années antérieures. Et à l'infini, pour les pertes d'entreprise, c'est 20 ans vers l'avant. Et les pertes en capital, c'est à l'infini vers l'avant. Donc, ils ne sont jamais perdus, en fait, les pertes en capital. Oui, mais c'est ça. Donc, un peu comme Patrick. Donc, moi, j'ai prévu d'aller en Californie cet été. Donc, avec l'idée de Patrick, le fait d'acheter, mettons, 1 000 $ d'Apple, ça ne justifie pas vraiment de payer mon billet d'avion, passer mon billet d'avion comme dépense en Californie. Là. Tu viens de péter ma balloune. Ouais. Non, Colin. Tu pourrais aller pour quelque chose de plus créatif. Donc, d'amener Patrick ainsi que tes employés day trading en Californie pour un séminaire day trading durant une semaine. Et là, tes dépenses seraient déductibles parce que tes employés et ainsi que tes fournisseurs, ça serait un événement lié à l'entreprise. C'est ça, Patrick m'avait dit que Vincent faisait ça généreusement, mais là, je pense que Vincent est en train de se payer peut-être un voyage en Californie. Là. C'est ça, l'arnaque. Réécoutez le podcast Arnaque, là, on voit là, qu'on est en train de se faire enfiroiper un peu, mais bon, ça va faire plaisir si ça arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu beaucoup avant la pandémie, en fait. De plus en plus de sociétés informatiques, notamment, qui réalisent des gros bénéfices, qui ont beaucoup d'employés. Même, moi, j'ai des entreprises dans le transport qui l'ont fait, qui amènent la totalité de leurs employés dans le sud pour les récompenser à Noël. C'est déductible. C'est vraiment, vu que c'est offert à la totalité des employés, c'est vraiment perçu comme un party de Noël. C'est une occasion spéciale. On va tout en Floride, puis c'est déductible d'entreprise. Mais pas toi qui achètes seulement 1 000 $ d'actions d'Apple, par contre. Bon, OK. Bon. C'est ça, c'est des gros... Warren Buffett, il peut faire ça, là. Mettons, mais ça prend un méchant fonds là, pour dire que tu as des employés pour gérer ton fonds. Là, je me souviens pas, François avait partagé les avions des milliardaires, je sais pas, je pense que c'était un G7, oui. Un Gulfstream. Il doit passer son Gulfstream dans Berkshire Hathaway. Ah oui, c'est clair. Il y a une autre subtilité ce qui faisait partie des questions des membres, là, dans le fond, si on utilise plus une compagnie de gestion ou d'exploitation. Parce que moi, mettons, j'ai déjà ma compagnie, j'ai mon agence de communication. Est-ce que je décide de trader à travers cette compagnie-là ou je m'en forme une autre? Ou il y a un questionnement, je trouve, qui est légitime. Ouais, ce questionnement-là, il est très pertinent. En fait, c'est quand même une grande part du travail des fiscalistes en réorganisation d'entreprise comme moi. C'est sûr, et c'est très important. Il faut que le capital soit important pour avoir une société de gestion. Comme j'ai dit, il y a des frais. Il y a des frais inhérents. Je n'ai pas parlé des frais de notaire puis de mise à jour des minutes annuelles qu'il faut faire en compagnie. Il y a un paquet de frais qui est lié à avoir une compagnie de plus, d'avoir une compagnie de gestion. Où est-ce que ça devient intéressant? Bien, c'est que ça protège, on appelle ça une protection de capital. Donc, on envoie l'excédent de nos sous dans cette compagnie-là, puis ça nous permet en fait vraiment pas d'économiser, mais de protéger le capital. C'est qu'on verse, la société opérante verse souvent un dividende à la compagnie de gestion. Puis, comme que ça n'appartient plus à l'opérante, bien, cet argent-là est protégé de ses créanciers des opérations. Je peux prendre l'exemple d'une entreprise qui monte des édifices d'acier, par exemple. Elle encourt un risque commercial que si son édifice il est mal construit puis il s'écroule, il est fort probable qu'elle va recevoir des poursuites et
les poursuites risquent de découler en la mise en faillite de la société. C'est sûr que si l'actionnaire ou le propriétaire de cette entreprise-là, durant les 15 années que ça allait bien, il a tout envoyé ses bénéfices annuels dans une compagnie de gestion, ben cet argent-là est protégé. Puisque les créanciers, ils peuvent pas venir le rechercher. Il a été protégé dans une autre compagnie. Ça fait que c'est là que ça devient intéressant d'avoir une compagnie de gestion. C'est de protéger les bénéfices nets que notre société opérante va réaliser durant ces années d'exploitation. L'autre élément, c'est que au Canada, les entreprises privées, c'est bien important de le mentionner, c'est seulement les sociétés privées sous contrôle canadien. Donc, il ne doit pas avoir de non-résidents qui détiennent des actions ou du moins le contrôle. On peut aller chercher l'exonération pour gain capital lorsqu'on vend les actions. Donc, ça, tout le monde, de proche ou de loin, en a déjà entendu parler. C'est un bon montant, on parle de 880 000 là, et des poussières qu'on peut vendre les actions et ainsi réaliser le produit de la vente libre d'impôt. Par contre, il y a un paquet de critères spécifiques, je vous dirais, qu'il faut remplir lorsqu'on vend ces dites actions-là. Puis notamment, ben, il faut que ce soit l'actif de la société doit être des actifs non monétaires. Il ne faut pas que ce soit un compte de banque qu'on vend, il faut que ce soit des actifs utilisés au Canada. Fait que la société de gestion va nous permettre de faciliter d'aller chercher cette exemption-là pour les gens. Ça fait que c'est souvent, je ne sais pas, là, ça déborde un peu du sujet, mais j'imagine que certains des personnes qui ont répondu sur Facebook se sont fait dire par leur comptable, ben, tu devrais avoir une gestion pour mettre ton argent là. Comme ça va être facile d'aller chercher ton exo quand tu vas vendre. Ben, c'est vrai aussi, c'est un autre avantage de la compagnie de gestion. Proprement dit, en trading, as-tu un impact, que ce soit dans la gestion ou dans la compagnie opérante? Pour le commun des mortels, là, outre le risque, c'est de laisser de l'argent qui pourrait être saisi si jamais les opérations vont mal, ça n'a pas d'impact. Tu sais, je veux dire, n'importe quelle coquille, entité quelconque, là, tu peux faire ton trading dedans. L'impact, c'est les frais. Mais c'est beaucoup plus en termes de protection d'actifs. C'est-à-dire, on va l'isoler. Pour revenir à l'autre podcast qu'on a fait, parce que là, de quoi tu parles, ça me fait penser. Tu parlais de l'avantage d'être en compagnie, puis qu'elle prend, compagnie de gestion d'exploitation. Tu parles d'être en compagnie. Habituellement, le but d'une compagnie, comme tu dis, c'est de se protéger au cas s'il arrive quelque chose. Mais lorsque j'ai commencé sur le parquet de la bourse, je transigeais des produits dérivés. Et puis, c'est quand même au sommet de la pyramide des produits à risque. Je ne crois plus que les compagnies font ça, mais peut-être pour les négociateurs, si c'est quand même plus complexe, là, mais si vous allez transiger des produits un peu plus complexes, là, que ce soit des forex ou des produits dérivés, des contrats à terme, des futures en anglais. Si vous allez dans des boîtes un peu plus spécialisées, comme j'ai fait à mes débuts, il fallait que je signe personnellement, il fallait que j'endosse ma compagnie. Donc, si ma compagnie sautait ou à cause d'un appel de marge, whatever, parce que ça va très vite du contrat à terme, ils pouvaient venir me saisir personnellement. Donc, à vérifier là, de votre côté, je ne crois pas qu'avec les courtiers qu'on rouvre, là, les discount brokers comme les Disnat et compagnie, qu'il faut endosser personnellement la compagnie, là, mais à vérifier. Là, donc, s'il faut que vous endossiez personnellement votre propre compagnie, peut-être bien choisir, là, peut-être pas mettre tout dans la même place, là, peut-être un peu séparé, mais vérifiez de votre côté. Je ne sais plus si ça se fait encore, mais dans le temps, quand j'ai commencé, il fallait endosser personnellement notre compagnie. Mon grain de sel, là, c'était ça. Dans la compagnie, là, ça, je vais parler pour nos investisseurs long terme. Je vais exclure, je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent, fait que on a un gros avantage d'avoir le gain capital quand on est en société, c'est qu'on peut sortir, il y a un compte que votre comptable vous a peut-être déjà parlé, qui s'appelle le compte de dividende en capital. Ça, c'est un compte qui nous permet, lorsqu'il est positif, de sortir le 50% qui est non imposable. Ben lui, on peut le sortir et le verser au contribuable, à l'actionnaire libre d'impôt. Donc, vous comprenez que si vous faites de l'argent dans votre exploitation, je reviens avec ma compagnie qui monte des structures d'acier, ben lui, il monte des structures d'acier. Donc, dans sa compagnie de gestion, il a isolé, je vais dire 1 million.
il a acheté des actions de Boomer, qu'on pourrait dire, des actions de Bell Canada, qui ont, à titre d'exemple, il les a payés 100 $, sont rendus à 200 $. Donc, son million, il a doublé. Fait que lui, il les vend, ça lui permettrait de sortir sans impôt 500 000 de sa compagnie. Donc, vous voyez, quand que je parlais de, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois clairement, c'est quand que je parlais de planification successorale ou planification de la rémunération de l'actionnaire. Ben là, moi, ça me donne un gros levier parce que j'ai un montant disponible de 500 000 pour ajuster son imposition année après année. Donc, c'est pour les entrepreneurs qui ont des sociétés de gestion, c'est là que ça devient vraiment intéressant de gérer nos placements dans une autre compagnie, d'aller chercher notre CDC. Puis là, après ça nous permet une belle créativité fiscale pour l'imposition personnelle. Puis tu gardes aussi la possibilité de pouvoir vendre ton entreprise d'exploitation, comme tu disais, avec une exemption de gain en capital. Exact. Tu n'as pas ça perdu non plus. Tu facilites, en fait, la réclamation de l'exonération lorsqu'il va y avoir une vente à un étranger. Ou à un membre de la famille, là, le gouvernement veut modifier, a commencé à modifier le paragraphe 84.1 qu'on puisse vendre nos entreprises exploitées aux membres de la famille. Là. C'est encore un sujet à être approuvé par le Parlement. Là. OK, c'est intéressant. Mais pour les auditeurs, gardez en tête, c'est ça. Si vous avez une compagnie, puis vous êtes monté un fonds, puis vous tradez activement ce fonds-là, vous ne pourrez pas faire ça, cette stratégie-là, juste de vendre votre compagnie. Là. C'est parce que vous vendez un compte de banque. Là. Ouais, aussi, il faut se mettre dans la position de l'acheteur. L'acheteur ne sera pas intéressé à acheter un fonds de roulement. Il n'y en a pas de besoin. Et aussi, c'est 2 ans, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai mis qu'il y avait plein de critères. Mais c'est 2 ans avant la vente de l'entreprise. Il faut que l'entreprise ait 90 % de ses actifs soient utilisés dans l'entreprise et non pas des placements en bourse. Ce n'est pas utilisé activement dans l'entreprise. Très intéressant. Messieurs, je vous annonce que notre 2e épisode est déjà à sa fin. Donc, on est chanceux. On va avoir un 3e épisode. Sujet, moi, ça me fascine. Il reste plein de sujets à couvrir. Donc, je veux quand même conclure. Je veux remercier Vincent encore une fois, vraiment d'accepter d'être là parce que pour moi, c'est plein de subtilités. Là. Il y a un paquet de petites affaires. Tu allumes des lumières, je prends des notes. On a tous nos devoirs à faire. Tout le monde, hein? Même toi, là, tu peux optimiser encore plus tes impôts et ta fiscalité comme tout le monde. Sûrement qu'elle doit être quand même à la coche. Mais, c'est mon meilleur auditeur, hein, Pat, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Puis donc, c'est ça. Fait qu'on va se retrouver dans le prochain épisode. On va continuer cette aventure-là. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Puis ça va être encore un plaisir de développer encore sur les questions des membres dans le prochain épisode. Donc, bonne continuité à tous d'ici là.